2021, la Fondation a collaboré avec 37 associations dans 17 pays au bénéfice de 100 000 bénéficiaires. Ces 37 associations sont toutes présentes aujourd'hui et je les en remercie. La Fondation Pierre Bellon est une fondation familiale reconnue d'utilité publique et qui agit au service du développement humain des jeunes et de leurs familles les plus vulnérables en France et à l'international. On s'intéresse principalement à la question de l'éducation, de la progression de chacun, à travers 3 axes d'intervention que sont l'alphabétisation, la réalisation du potentiel de la jeunesse et ce que l'on appelle vers la vie au travail, à savoir l'orientation des jeunes et l'insertion professionnelle. On organise cette journée annuelle, la rencontre des partenaires, pour leur être utile. On a trouvé que de réunir les participants et les membres partenaires de la Fondation Pierre Bellon était très utile sur la question de la prise de recul, de l'inspiration, sur des sujets qui peuvent être d'intérêt public toujours, mais en tout cas qui trouvent une déclinaison dans le travail des associations. Donc cette année, on fait un travail autour de la question de l'écoute. L'année dernière, on a pu travailler sur la parentalité, auparavant sur les modèles socio-économiques, l'impact social des associations. Alors, en préparant la journée, vous me disiez que quand on écoute, on parle. Enfin, pas comme ça, Exactement. Mais on active la parole. Exactement. Ça, alors, racontez-nous, parce que c'est passionnant, ça. Alors, sur la diapositive suivante, je vais pouvoir vous expliquer ça. On s'est beaucoup demandé si du fait que nous sommes des êtres sociaux, donc en permanence dans l'interaction, et du fait que l'écoute active toutes ces régions dans notre cerveau, on s'est demandé ce qui se passe lorsqu'on se parle. Et les chercheurs se sont tout simplement demandé, très récemment, si c'était possible qu'il y ait une véritable synchronisation des cerveaux. C'est-à-dire, est-ce que véritablement cette expression « être sur la même longueur d'onde » signifie quelque chose d'un point de vue neurologique ou pas ? Et donc, diapositive suivante, on a découvert quelque chose d'incroyable, qui est que pendant que nous parlons à quelqu'un, et surtout pendant que nous l'écoutons, l'activité électrique des cerveaux va se synchroniser véritablement. Ça veut dire que réellement, pendant qu'on se parle, on est sur la même longueur d'onde. Il me semble que ce qui favorise l'écoute, ce qui permet une véritable écoute, ce sont 2 choses essentielles. La première chose, elle est plutôt liée au cœur, aux émotions, je dirais, c'est l'empathie. Pouvoir s'intéresser à l'autre, avoir de l'empathie, c'est-à-dire être concerné par l'autre au niveau de ses émotions. Et à ce moment-là, eh bien, on s'intéresse à ce qu'il est et du coup, on va l'écouter. Et on va avoir une d'autant meilleure qualité d'écoute qu'on a une sensibilité qui nous relie aux autres avec cette ouverture du cœur, je dirais, de manière très générale. Puis la deuxième chose, c'est beaucoup plus intellectuel, mais c'est très important, c'est d'avoir une vraie recherche de vérité. I think, firstly and most importantly, we have to believe that each and every person has capability to solve their own problem. In that moment, in one moment, in one day or 1 month, they are stuck, but they can do it. So when we are thinking like this, we stop giving suggestion and start listening. En fait, ça s'apprend, c'est pas naturel d'écouter. C'est naturel d'entendre, c'est naturel de comprendre le sens des mots, etc. C'est des choses qui viennent spontanément, mais en fait, l'écoute, vraiment l'écoute attentive, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et donc, moi, dans ma formation de psychologue, une des choses que j'ai dû apprendre, c'est justement ça, c'est d'être dans une certaine posture d'écoute, savoir comment on écoute, savoir aussi se gérer soi en tant qu'écoutant. Vous évoquiez les choses dans la question que vous avez posée, la difficulté à pouvoir parfois justement trouver la bonne distance, savoir écouter des choses qu'on ne sait pas aussi écouter, qui sont difficiles
difficile à recevoir. C'est aussi ça l'apprentissage en tant qu'écoutant, c'est justement identifier ses limites, savoir à quel moment, à quel instant on n'est plus en capacité de pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être accompagné pour l'apprendre. Et là, je vais faire le lien aussi avec ce qui a été dit à un moment, qui faisait référence notamment à la suspension de son jugement. C'est aussi une des conditions favorables en fait à l'écoute et nécessaire. C'est justement le non-jugement, l'acceptation en fait inconditionnelle. C'est de dire tout peut être dit. Toutes les expériences en fait sont légitimes, même les choses qui a priori pourraient sembler incompréhensibles avec mon cadre de référence, en fait elles existent. Il faut croire sincèrement en ce que la personne peut apporter. Si on termine sur cette écoute pour recueillir, j'avais envie de peut-être souligner le fait que ce qu'on vient d'évoquer avec Camille est vrai pour un individu qui écoute, mais finalement c'est vrai aussi pour une organisation, de prendre le temps de repérer ses biais potentiels, les réponses qu'on est déjà en train de vouloir donner alors qu'on est dans le recueil. Et donc, est-ce qu'il y a des méthodologies qui aident les structures ? Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je fais des études, que je me mets dans la position du candide, qui est parfois un faux candide, mais malgré tout, c'est cette position-là, pour justement ne pas avoir ces biais culturels qui sont naturels. Donc l'idée, et de la même façon, moi, en tant que consultant et directeur d'études, on ne va pas me dire la même chose à moi que ce qu'on dira à mes clients. Johan, Camille, merci beaucoup pour votre participation. Entourage a été fondé par Jean-Marc Potvin, qui venait pas du tout du social, qui a fait tout son parcours professionnel dans la tech. Et il allait à pied au travail et il croisait des personnes sans domicile. Et il a eu plusieurs fois des personnes sans domicile qui lui ont demandé de l'aide. Il a eu envie de les aider, il n'a pas su comment. Et il a mobilisé son réseau pour les aider. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de créer un réseau de solidarité citoyenne autour des personnes sans domicile. Et alors, il y a une particularité dans l'association, c'est le comité de rue, c'est ça ? Exactement. J'aimerais bien que tu nous en parles et que tu expliques en quoi est-ce que c'est une manière aussi d'écouter et de diriger l'association. C'est vraiment justement ces premières personnes sans domicile que Jean-Marc est allé interroger. Et dans le tas, il y en a qui lui ont dit si tu montes vraiment ton projet, moi, je le trouve super et donc je veux t'aider. Et du coup, on a formalisé la co-construction et la parole des personnes sans domicile dans la gouvernance de l'association. Et donc aujourd'hui, on a un comité de la rue qui est composé de 15 personnes qui ont connu la rue et certaines y sont encore, et qui est à la fois notre comité d'éthique, notre comité d'experts. Il n'y a pas une décision qu'on prend, que ce soit en termes de campagne de sensibilisation, de fonctionnalités dans nos outils digitaux ou de nouveaux projets qu'on aurait envie de mener sur le terrain qui ne passent pas par le filtre de ce comité de la rue. Camille, toi tu diriges ou tu accompagnes la démarche Bâtir Ensemble, qui est en fait qui vient alimenter le projet stratégique de la Fondation en s'appuyant énormément sur l'écoute. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette démarche elle s'est mise en place ? Comment est-ce que vous écoutez ? Qui vous écoutez ? On a lancé cette écoute dans le cadre du Penser Agir Ensemble, en utilisant nos repères, où on a beaucoup réfléchi sur nos modes opératoires. Et on les a co-construits, ça c'était vraiment intéressant, avec les jeunes sur le terrain. On a co-construit avec eux 2 modalités d'écoute. Une écoute qu'on a appelée l'écoute large, où on a co-construit avec eux un questionnaire. Finalement, on a bien travaillé les questions qui avait vocation à être diffusée de façon très large, et puis une écoute plus approfondie, menée avec les éducateurs, les professionnels, les enseignants sur le terrain dans nos établissements, où on s'est mis à l'écoute là aussi sur des thèmes qu'on a posés au départ, mais bien entendu, les jeunes, les familles nous ont amenés complètement beaucoup plus loin. Et Camille, chez Proxité, comment est-ce que l'écoute transforme peut-être les binômes mentorés et mentors, et peut-être même au-delà de ça, fait évoluer Proxité ? On voit que ça va avoir des impacts plus forts que simplement finalement la relation parrain jeune. Du côté du bénévole, on sent que ça va être des compétences, une capacité d'écoute, une posture qui va pouvoir s'appliquer justement dans son quotidien professionnel. Le jeune aussi, et ça on développe de plus en plus des temps d'écoute plus collectifs, parce qu'au-delà du binôme, c'est aussi comment le groupe permet d'apprendre à écouter. Et donc pour les jeunes, on crée de plus en plus aussi de projets pour qu'ils puissent
rencontrer, pour qu'ils puissent s'écouter, à la fois eux, justement leur écoute intérieure. On a par exemple mis en place un projet avec le Théâtre du Rond-Point l'année dernière où c'était un petit groupe de jeunes qui a dû apprendre à s'écouter eux, à délivrer un texte qui venait vraiment de leur trip et à s'écouter entre eux pour se respecter, pour finalement créer un groupe bienveillant et donner finalement un résultat qui était extrêmement beau à voir. Donc c'est une journée de rencontres, de rassemblements, de prise de temps aussi pour échanger tout simplement. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. On doit produire vite, on doit produire pour des financeurs, pour les bénéficiaires, etc. Et donc c'est une sorte de parenthèse qu'on essaye de proposer à chacun. On se rend compte que les problématiques des associations sont souvent les mêmes et donc il est extrêmement enrichissant de voir comment les autres répondent aux mêmes questions. C'est rassurant aussi quelque part de savoir qu'on n'est pas tout seul. J'ai été principalement marqué par des exemples tangibles en fait, donnés par certaines associations. Je repense notamment à l'exemple donné par Entourage sur le comité de la rue. Voilà, c'est un exemple qui m'a beaucoup parlé et qui laisse énormément de place aux bénéficiaires, et ce qui est encore une fois essentiel chez nous à Entrepreneurs du Monde. Je crois qu'on a vécu aujourd'hui beaucoup de moments où nos cerveaux se sont synchronisés, où on a été en lien et en relation. Alors je retiendrai tout simplement ces moments intenses où l'écoute s'est faite émotion.